Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public, le premier de 2022, une année que nous n'osons pas souhaiter tout à fait bonne, mais disons une meilleure bonne année que nous souhaitons à toutes et à tous, et première émission que nous enregistrons en public à l'école alsacienne, ce qui est pour moi l'occasion une nouvelle fois de remercier cet honorable établissement de son hospitalité depuis l'origine du Nouvel Esprit Public. C'est aussi pour moi l'occasion de remercier tous ceux qui ont répondu à notre appel à contribuer à notre financement. Ils ont été nombreux. Je les remercie de leurs dons et je les remercie peut-être encore davantage pour les mots d'encouragement particulièrement toniques qui ont accompagné la quasi-totalité de ces dons. Nous allons maintenant tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, avec David Jayes, essayiste et enseignant à Sciences Po, avec Lucille Schmid, membre du comité de rédaction de la revue Esprit, et avec Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment reprendre le contrôle de nos vies ». Il est ainsi chapeauté « Comment expliquer que tant d'entre nous se sentent oppressés, assommés, impuissants face au sentiment de perte de contrôle ?» Ce premier numéro de l'année du 1 se penche sur ces mécanismes qui finissent par rendre nos vies aussi stressantes que machinales, emploi du temps surchargé, injonction à la performance et à la rentabilité, confusion entre vie publique et vie privée, règne des écrans et de la pensée numérique, une série d'analyses qui offrent en creux des pistes pour reprendre les rênes de notre quotidien et sortir du désarroi contemporain, une réflexion sur les structures politiques et psychologiques qui peuvent nous étreindre et nous enfermer, afin d'entrer dans cette année avec une résolution nouvelle, celle de retrouver partout où cela est possible des espaces de liberté. Je signale aussi qu'à partir du 21 janvier, au Théâtre du Rond-Point, Jacques Weber dira un texte d'Éric Fotorino, paru dans le 1 du 15 décembre, toujours accessible sur la toile, texte intitulé « La pêche du jour », qui est une fable crue sur la question migratoire et qui nous tend un miroir, celui, écrit le 1, de nos renoncements, de notre cynisme et de notre indifférence. Nous avons mis en ligne mercredi dernier dans nos badas une conversation avec Grégoire Ichou, guide conférencier chantant, qui fait appel aussi bien au répertoire lyrique qu'à celui de la chanson pour présenter aux visiteurs les monuments et les lieux dont il assure la visite. À partir de mercredi prochain, nous mettrons en ligne l'enregistrement de la conversation que nous aurons tout à l'heure avec le public, et le mercredi suivant, nous mettrons en ligne le premier des 4 épisodes d'une conversation sur l'amour et la préservation du patrimoine, mais aussi sur Paris, son histoire patrimoniale et son état présent. Conversation avec Alexandre Gady, historien de l'architecture, directeur du Centre André Chastel et président d'honneur de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne, le 13 février, sont ouvertes sur notre site. Intéressons-nous à ce qui sera l'unique sujet, comme chacun s'en doutait, de cette conversation, celui de la campagne présidentielle. La semaine dernière, une partie des Républicains, à contre-pied des positions de Valérie Pécresse et une grande partie de la gauche, a d'abord fait plier la majorité en faisant capoter l'examen du projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, puis à peine l'agitation apaisée et le projet remis sur les rails, des propos du président de la République publiés le soir même dans Le Parisien ont rallumé la mèche. Emmanuel Macron, répondant à une infirmière lectrice de ce quotidien qui faisait état de son agacement à l'égard des non-vaccinés qui occupent des places en réanimation, a renchéri, je cite, « Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder, et donc on va continuer de le faire jusqu'au bout, c'est ça la stratégie. » Et il a ajouté « Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens un irresponsable n'est plus un citoyen. »
Ses propos ont électrisé le débat à l'Assemblée nationale. Tous ses adversaires à la présidentielle ont sauté sur l'occasion pour condamner avec la plus grande force une faute politique, des propos d'une violence inouïe, indigne de la fonction, de nature à insulter les non-vaccinés. Les macronistes, eux, ont défendu la franchise du chef de l'État en le présentant comme le porte-parole de la majorité silencieuse. L'examen du texte a de nouveau été suspendu en pleine nuit, puis après 3 jours et 3 nuits de débat houleux, il a été finalement voté jeudi matin par 214 voix contre 93 et 27 abstentions. Valérie Pécresse a vainement tenté une reprise en main de ses troupes en les appelant à la responsabilité. Les députés Les Républicains s'en sont pas moins divisés en 3 blocs, 28 pour, 24 contre, 23 abstentions. À gauche, plus encore que la division, c'est l'éparpillement. 7 candidats se disputent les voix des électeurs et rien n'exclut l'arrivée d'une 8e. Jeudi dernier, Christiane Taubira a déclaré, je cite, « Je réfléchis très sérieusement à pouvoir être en capacité d'agir sur l'amélioration de la vie des Français. » Plus de précision attendue pour le 15 de ce mois. Pour tenter de sortir la gauche de ses batailles d'ego comme de ses divisions et pour dégager un candidat unique, un collectif citoyen organisera du 27 au 30 janvier une investiture populaire qui se déroulera avec ou sans le consentement des candidats. 300 000 citoyens se sont inscrits à cette primaire populaire avec l'espoir d'imposer un socle commun composé de 10 mesures phares pour la justice sociale, l'écologie et la démocratie, mesures qui vont du rétablissement de l'ISF à une vraie loi climat en passant par l'indépendance du parquet et de l'inspection générale de la police. La liste des candidats devrait être connue le 15 janvier. À 100 jours de la présidentielle, la dernière vague du sondage IFOP fiducial pour le Figaro et LCI place Emmanuel Macron largement en tête des intentions de vote au premier tour, avec 27% des suffrages devant Marine Le Pen, 16%, Valérie Pécresse, 16%. Éric Zemmour demeure à 13,5%, Jean-Luc Mélenchon à 8,5%, Yannick Jadot à 7%, contre 3,5 pour Anne Hidalgo et 2,5 pour Christiane Taubira. Arnaud Montebourg, Jean Lassalle et Philippe Poutou récoltent chacun 1%. Le sondage Ipsos n'est pas très différent, mais comme il n'intègre pas tous les candidats que je viens de nommer, y compris les plus petits, nous avons retenu le précédent. Sur cette question, le regard de la neutralité, le regard de l'Helvète, le regard de Richard Verly. Merci Philippe. Alors, première information pour ceux qui n'en étaient pas encore convaincus, Emmanuel Macron est candidat. Je crois qu'avec cette déclaration tonitruante devant un panel de lecteurs du Parisien, c'est important de le rappeler, ce n'était pas un entretien classique avec seulement des journalistes, c'était avec un panel de lecteurs dont l'infirmière dont Philippe a parlé, Emmanuel Macron, la manière dont il s'est exprimé, la force qu'il a mis dans ses propos et sa volonté de disruption prouvent qu'il est candidat, et sa déclaration, on ne sait pas quand elle interviendra, mais finalement, elle n'est plus tellement importante maintenant. Il est dans l'arène, et si j'emploie le mot arène, c'est évidemment à dessein, parce que c'est bien comme ça, semble-t-il, qu'il conçoit cette campagne électorale. Ce sera une campagne de boxeur, il est sur un ring, et il a essayé, ou en tout cas il a même réussi, à donner le premier uppercut à ses adversaires, puisque finalement, il sort de cette séquence plutôt réconfortée dans son attitude. Ses adversaires ont dû se définir par rapport à sa déclaration, donc l'emploi du fameux verbe emmerder. Valérie Pécresse a été obligée de coller aux jusqu'au-boutistes de l'extrême droite, et lui se retrouve dans la position de celui qui parle prétendument comme une majorité de Français. En tout cas, c'est l'argument qu'il emploie, et c'est l'argument de ses soutiens et du chef du gouvernement. Alors, vu de l'étranger, si je puis dire, une première chose, c'est que l'emploi d'un tel verbe, et ensuite la qualification d'irresponsable, disant que quand vous êtes irresponsable, vous n'êtes plus citoyen, c'est quand même terrible. C'est quand même un constat démocratique terrible. On peut, bien sûr, d'un point de vue de stratégie politique, comprendre la déclaration d'Emmanuel Macron, qui encore une fois sort réconforté. On peut même penser, quand on écoute dans la rue, que les Français disent effectivement la même chose, mais qu'un chef de l'État, qui plus est dans un pays où le président est omnipotent, il a tous les pouvoirs qu'on connaît, traite ainsi une partie des citoyens, vu de l'étranger, c'est choquant. Vu d'un pays parlementaire et consensuel comme la Suisse, c'est
très choquant. Jamais il ne viendrait à l'idée d'un conseiller fédéral, bien évidemment on n'est pas du tout dans le même modèle politique, de dire qu'une partie des citoyens sont irresponsables. Biculturel. Absolument, c'est absolument impensable. Et donc je crois que ce mot pose problème, ce verbe pose problème. Et il faudra en mesurer les conséquences, puisque l'on sait quand même depuis le début du quinquennat, et même depuis la campagne 2017, que l'une des caractéristiques d'Emmanuel Macron, c'est qu'il attise la colère. C'est évident, il l'a toujours attisé, et maintenant, il veut l'instrumentaliser. Donc ça, c'est un problème parce que ce n'est pas avec des déclarations comme ça qu'il va faire baisser le niveau de colère qui existe en France et qui reste très important. Deuxième commentaire qui est adjacent, c'est cette impression que effectivement on s'achemine vers une campagne électorale, une campagne présidentielle qui sera une arène avec des gladiateurs dans le ring, avec le public tout autour, et à un moment donné, le public baissera le pouce ou lèvera le pouce. Voilà, c'est quand même un peu désolant. Je trouve que là, on peut bien sûr constater que c'est la réalité. Les candidats extrémistes ou radicaux sont bel et bien déclarés, mais les chaînes d'information continue, vous le savez, on en a déjà parlé ici, jouent un rôle de caisse de résonance infernale. Mais néanmoins, est-ce que c'est souhaitable pour la France d'avoir une telle campagne présidentielle ? À titre personnel, je suis un peu inquiet. Et enfin, troisième élément, puisqu'on a abordé la question de la gauche et la question de Christiane Taubira, très franchement, avec le recul qu'on a maintenant, puisque sa première déclaration est intervenue, je crois, vers le 15-20 décembre, où elle disait « j'envisage de me porter candidate », on se demande vraiment à quoi ça sert. À quoi sert ce suspense ? Pourquoi elle ne s'est pas tout simplement déclarée candidate au moment où elle s'est exprimée ? Parce que rien n'a bougé depuis lors, on ne voit rien bouger, et je ne crois pas que ce soit cette primaire populaire en ligne. 300 000 signataires, ce n'est quand même pas tant que ça. Si on était du côté du million, ça pourrait peser. 300 000, c'est pas si énorme. Donc, pour ma part, en ce qui concerne la gauche, j'ai quand même l'impression qu'une candidature de plus ne sera pas la candidature qui change la donne. Et ça ne fera qu'accroître cette impression de gauche dispersée façon puzzle, pour reprendre une remarque cinématographique connue. Juste un mot, puisque Richard vient d'évoquer les chaînes d'information en continu. Médiamétrie vient de faire paraître ces mesures d'audience. Les 3 chaînes commerciales d'information en continu se disputent autour de 2% d'audience. C'est peut-être en tout cas utile de savoir ça par rapport à l'importance qu'on leur donne, et France Info se promène. Elle ne creuse pas l'écart avec nous. Elle ne creuse pas l'écart avec nous, absolument. Elle ne creuse pas l'écart avec nous. Grosso modo, elles en sont au niveau de France Musique, qui est un excellent niveau pour ceux qui aiment la musique, mais qui est peut-être pas un niveau décisif pour ceux qui prennent des décisions politiques. Mais elles sont diffusées dans tous les bistrots, Philippe. Elles sont diffusées dans tous les bistrots parce qu'elles payent. Elle paye, notamment dans les hôtels. Si vous vous étonnez, que vous vous indignez en prenant votre petit déjeuner de devoir avaler Monsieur Pro, c'est parce que, je sais plus quelle est la chaîne Monsieur Bolloré paye l'hôtel en question pour diffuser, pour pourrir votre petit déjeuner. Je vous propose que on évacue, on purge la question de la déclaration du président de la République et que nous passions ensuite la question de la campagne elle-même. Donc, sur ce sujet, Lucille, oui. D'accord, ok. Donc, je parle de la déclaration des... Oui, et après, on revient... Je la purge. Pas le président, purge la question. Oui, et on voit bien qu'il y a eu effectivement, comme l'a évoqué Richard, un tonnerre de réactions indignées par rapport à cette déclaration d'emmerder les non-vaccinés, répétée d'ailleurs à 2 reprises par Emmanuel Macron dans sa réaction à la question de cette infirmière. Moi, je trouve évidemment que à la fois la déclaration d'Emmanuel Macron peut être vue d'un point de vue tactique, mais que les réactions à cette déclaration sont également tactiques. Et je pense qu'un des éléments essentiels par rapport à ce que vient de dire Richard, c'est à quel moment est-ce qu'on sort de la tactique dans cette élection présidentielle pour entrer dans l'élection présidentielle, la campagne réelle. Comment est-ce qu'on fait, cher Jean-Louis, pour entrer réellement dans les contenus et faire en sorte de sortir de cet étrange sentiment de virtualité que donne cette campagne aujourd'hui. Du coup, dire emmerder pour Emmanuel Macron, si c'est tactique, l'indignation est également tactique. On voit que du côté de Valérie Pécresse, en tout cas, elle a été elle-même très emmerdée, je mets bien des guillemets, puisque ça a étalé la division de la droite et l'absence de discipline qu'elle peut faire régner du côté de son groupe. Donc ça a donné le sentiment d'une certaine faiblesse de cette candidate, dont je rappelle que c'était la meilleure des candidates, à mon sens, pour
représenter la droite par rapport à Emmanuel Macron. Donc on a le sentiment qu'en tout cas la manœuvre a été habile, mais comme vient de le dire Philippe, est-ce que l'habileté de cette manœuvre a été remarquée par l'ensemble des Français? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui agite le microcosme médiatique, télévisuel, journalistique et les citoyens informés? Moi je pense que c'est un sujet. Est-ce que ceux qui ne sont pas vaccinés, voire ceux qui se sont vaccinés à contre-cœur, qui existent aussi, et ceux qui se sont vaccinés sans avoir envie de débattre avec les non-vaccinés tous les jours, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui, au fond, a clivé durablement? C'est un risque qu'a pris Emmanuel Macron. À titre anecdotique, l'affiche de campagne de Fabien Roussel porte « Je vote communiste et je vous emmerde ». Mais c'était son affiche quand il était candidat au Conseil général du Nord et c'était sa première candidature. David Jayes. Alors moi, je ne m'intéresserai pas du tout aux propos sur les vaccinés et les non-vaccinés. Je vais directement entrer dans la campagne présidentielle. Non, alors attends. Non. Dans ce cas-là, Jean-Louis et ensuite la campagne présidentielle. Ça dépend comment Moi, il s'y je veux bien prend. entrer dans la campagne présidentielle aussi. On ne sait pas comment il s'y prend, mais si... Il dit « je vous emmerde ». Jean-Louis Bourlanges. Oui, moi je dois vous dire que là, je ne vais vraiment pas rentrer dans les comportements tactiques parce que j'ai une analyse qui est assez en décalage par rapport au discours de mon camp, si je puis dire, et qui reste mon camp. Mais je dirais très simplement que je partage la tristesse de l'Helvète. Et que j'ai été quand même assez abasourdi par cette déclaration, et plus abasourdi encore par le fait qu'elle a été accueillie, c'est là où je suis un peu en désaccord avec Lucie, elle a été accueillie de façon assez largement, beaucoup plus largement que je ne l'aurais imaginé, positive. Non seulement par les gens dont c'est la fonction politique de défendre, que de monter au créneau et de défendre le président, mais par des gens très raisonnables, par exemple comme notre ami Brice Couturier, qui est un garçon raisonnablement arognien et qui manifestement trouvait que cette prise de position n'avait rien de choquant. Moi, ça m'a beaucoup étonné sur les attentes d'une grande partie du corps électoral par rapport à ce que doit être une campagne et à ce que doit être un candidat à la présidentielle. Parce que, et j'en ai d'ailleurs conclu, je le dis tout de suite, puisque je vais dire des choses qu'un député de la majorité ne devrait pas dire, j'en ai conclu que c'était vraiment tout à fait clair que je devais interrompre ma carrière politique, pour d'autres raisons aussi, mais que je n'étais pas suffisamment représentatif pour demeurer représentant. Et les échos qu'on a eus m'ont persuadé encore un peu plus de cette réalité. D'abord, je n'ai pas compris, c'est évidemment pas le rôle d'un président. Il y a trois choses qui ne sont pas dans le rôle d'un président. D'abord, la vulgarité de l'expression. Je suis désolé, la phrase qu'on attribue à Pompidou est une phrase en privé. Le général de Gaulle jurait comme un charretier en privé, mais le vocabulaire d'un homme politique, d'un homme d'État, d'un président de la République doit être, à mon avis, un peu différent. Deuxièmement, c'est l'expression, le désir, l'envie. Je trouve ça très inquiétant. Le désir a fait une irruption remarquée dans la vie publique française avec Madame Ségolène Royal, qui avait placé sa candidature naguère sous l'angle du désir d'avenir. On a le désir, et le désir est une figure très importante. Par exemple, dans les menaces de mort qu'un certain nombre d'entre nous, dont moi, j'ai reçues, parce que je suis évidemment très favorable au pass vaccinal, ce qui m'a frappé, c'est que l'attaque n'était pas placée sous le signe de la justice. C'est-à-dire, on ne disait pas « je veux te tuer parce que tu as manqué aux libertés, parce que tu as porté atteinte à la démocratie ». On me disait qu'on voulait voir ma tête rouler dans le sang, ce qui est une déclaration modérément bienveillante, reconnaissons-le, parce que le signataire en avait un ardent désir. C'était placé sous l'angle du pulsionnel. Et dans le message qui a été capté par ma collègue du Havre, il y a également cette dimension-là. Donc je crois que c'est embêtant parce que la politique, c'est pas de l'ordre du désir. La création des enfants, c'est l'ordre du désir. Ce que disait
très bien Gaston Bachelard. L'homme est une création du désir et pas une création du besoin. Mais là, nous ne sommes pas dans cet ordre-là. Nous sommes dans l'ordre de la volonté, de l'action. Et donc, c'est autre chose, peu importe ce que le président a envie ou n'a pas envie de faire. Ce qui compte, c'est ce qu'il fait, ce qu'il dit, et ça me paraît important. Troisièmement, évidemment, c'est quand même... Moi, je considère vraiment que les anti-vax militants, je ne parle pas de tous ceux qui ne se font pas vacciner, parce qu'il y a 1000 raisons de ne pas se faire vacciner, plus ou moins bonnes, mais les anti-vax militants sont vraiment de dangereux crétins. Quand on les écoute, donc je n'ai aucune indulgence pour ces gens-là, mais considérer qu'ils ne sont pas citoyens alors qu'ils n'enfreignent pas la loi, c'est quand même, de la part du chef de l'État, un problème qui ne me paraît pas vraiment négligeable. Et ensuite, dernière chose, je crois que c'est relativement irresponsable, parce que, évidemment, et ça, on le voit bien avec les manifestations qui se développent, on voit bien que c'est un peu un pouce au crime pour des raisons de clivage politique, un pouce au crime, les manifestations d'hier l'ont montré. Donc, pour toutes ces raisons, je suis vraiment très... j'ai vraiment... Et dernière chose, c'est incohérent par rapport au discours qu'il venait de tenir, en disant les petites phrases, c'est fini, c'était le passé, c'était le vieux Macron. Et effectivement, quand vous écoutez les phrases du président, il n'y a pas une petite phrase depuis les Gilets jaunes. Toutes les phrases étaient antérieures aux Gilets jaunes. Alors, bon, disons, pour être indulgent, parce que je ne vois pas pourquoi je changerais de candidat, parce que les autres ne me plaisent pas, disons, pour être indulgent, que c'est une piqûre de rappel, espérons que c'est la dernière dose. David Chase. Alors moi, je vous propose d'entrer dans la présidentielle. Je crois qu'il y a un très grand paradoxe qui n'est pas suffisamment souligné, qui est que dans ce pays, on n'a que la présidentielle à la bouche, c'est-à-dire le président de la République, aussitôt élu, on parle déjà de l'échéance suivante. On lit dans la presse que M. Philippe, par exemple, se prépare à 2027, que les appétits s'aiguisent après l'éventuel second mandat de M. Macron. Les élections intermédiaires sont lues par tous les commentateurs comme des signaux qui permettront de décoder ce que seront les rapports de force au moment de la présidentielle. Et en même temps, les campagnes présidentielles effectives sont de plus en plus courtes. On est aujourd'hui le 9 janvier et la campagne présidentielle n'a pas véritablement démarré, puisque, contrairement à ce que disait Richard, le président de la République n'a pas officiellement déclaré sa candidature. Les programmes, certains sont disponibles, mais ils ne sont aucunement discutés dans la conversation publique. La conversation nationale est uniquement occupée par des questions de Karcher qu'on va sortir de la cave, de petites phrases qu'on vient de commenter. Et donc, je suis assez inquiet de me dire que dans ce pays, de plus en plus, nous jouons notre destin collectif au dé, puisque la présidentielle devient à la fois l'élection qui obnubile et qui hypnotise et qui recouvre tout le reste, et en même temps, les contenus effectifs ne sont quasiment plus discutés. Si je dois néanmoins tirer 3 enseignements des semaines qui viennent de s'écouler, je dirais qu'elle nous apporte 3 surprises politiques pour le moment, cette élection présidentielle, et je vais essayer de les hiérarchiser par ordre d'incrédulité, en tout cas l'incrédulité qu'elle provoque sur moi. La première de ces surprises, on a déjà écrit des kilotonnes d'articles sur le sujet, mais c'est l'irruption de Zemmour, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas un professionnel de la politique, n'a jamais fait de terrain, n'a jamais été élu, n'a jamais exercé de responsabilité et n'a jamais managé, pardon du terme, autre chose que lui-même. Et pourtant, il est vu comme un présidentiable, crédible, il est crédité de 15, 16, 17% d'intention de vote. Donc aujourd'hui, il suffit en réalité de défendre un discours extrêmement vigoureux, idéologiquement, pour capter des intentions de vote. Ça révèle une chose, c'est que l'espace qui était depuis 40 ans l'espace de l'extrême droite, qui était une sorte de rente de monopole de la famille Le Pen, n'est plus une rente de monopole. Et comme l'extrême droite, ce socle idéologique, est en dynamique
à la fois électorale et intellectuelle, eh bien, on va voir de plus en plus de prétendants, de candidats, de chapelles convoiter cet espace. Et donc, on va se retrouver, à mon avis, c'est déjà un petit peu le cas avec M. Philippot, avec M. Zemmour, avec Mme Le Pen, on va se retrouver avec une effervescence et une multiplication du nombre de candidats qui fait un peu penser à la situation de la gauche en 2002, par exemple. Tout le monde, au fond, se bouscule au portillon. Le deuxième enseignement, c'est que la candidature de Valérie Pécresse, relativement solide, créditée de 16, 17, 18% d'intention de vote, même si elle se tasse un peu dans les sondages, montre que la droite n'est pas morte. Et que donc l'opération politique qu'avait cherché à faire Emmanuel Macron dès le début de son quinquennat, en nommant Édouard Philippe à Matignon et en prenant une inflexion au début de son mandat, n'a pas réussi. La droite est toujours là. Et il faut dire que je suis assez impressionné par sa résilience, parce que ça n'est pas facile d'exister au fond entre un président qui a plutôt gouverné au centre droit et une extrême droite qui gagne des parts de marché. Et on voit qu'il y a des élus, des dizaines de milliers d'élus locaux, un parti qui est, à ma grande surprise, relativement discipliné et une envie de gagner qui est très forte. Je voulais terminer par le troisième sujet qui, pour moi, est le plus préoccupant et qui me laisse le plus incrédule. Ce sujet, c'est l'effondrement de la gauche. C'est le troisième enseignement. Alors, d'abord, il ne faut pas se réjouir qu'un courant d'idées ou que des courants d'idées aussi essentiels à la démocratie française depuis 150 ans soient à ce niveau-là de faiblesse. C'est la première fois depuis, je dirais, les débuts de la Troisième République que la gauche ou les gauches sont à ce niveau de faiblesse. Il faut donc essayer de comprendre pourquoi. Et ça nécessite, je crois, d'être très, très méticuleux. La première des raisons, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas une gauche, mais trois gauches. Et que ces trois gauches sont, je ne veux pas reprendre les termes de Manuel Valls, mais partiellement incompatibles. Il y a, au fond, la gauche mélenchonienne, que j'appelle le mitterrando-bolivarisme repeint en vert. Cette gauche, au fond, elle capitalise sur le socle d'extrême gauche qui est assez fidèlement de 8, 9, 10% dans notre pays. Et en vérité, compte tenu des errances de M. Mélenchon ces derniers mois et ces dernières années, je doute qu'il réédite l'exploit de 2017 où là, il avait réussi à rassembler bien au-delà. Il avait rassemblé sur une vraie nostalgie mitterrandienne tout un peuple de gauche. C'était pas du tout une stratégie populiste en 2017. Cette fois-ci, je pense qu'il séduira surtout l'électorat d'extrême gauche avec un programme, quand on le regarde dans le détail, chaque problème doit être résolu par un service public, par une taxe. Bon, tout ça est un peu fantaisiste. À côté de ça, on a une gauche social-démocrate qui, en réalité, est dans la plus grande difficulté. Elle n'a plus rien à dire. En partie parce que son programme historique s'est réalisé. Nous sommes dans des États-providence, et même s'il y a encore beaucoup de précarité, de difficultés, nous sommes dans des sociétés de sécurité matérielle relative. Donc, cette gauche, elle se cantonne à quelques propositions, on le voit avec Madame Hidalgo, sur le droit de vote à 16 ans, sur le droit de vote des étrangers, mais tout ça est assez largement du ressort du gadget. Mais la plus grande source d'interrogation pour moi, c'est la gauche écologiste, parce qu'il est évident que la question du changement climatique et du modèle de société, de la transition vers un nouveau modèle de société que ça implique, devrait être absolument centrale, non pas simplement à gauche, mais dans la société française. Et voilà qu'on a un parti et une campagne d'une faiblesse extrême. Comment expliquer cela ? Eh bien, je pense que c'est parce qu'il y a un décalage profond entre la sociologie et la trajectoire historique d'Europe Écologie Les Verts et ce que devrait être, dans les années 2020, une écologie de gouvernement. Tant que la gauche n'aura pas résolu ces contradictions, elle sera malheureusement condamnée à cette faiblesse qui, je le redis, n'est pas simplement préjudiciable pour les gens qui ont des sympathies de gauche, mais pour toute la société et pour la qualité de la controverse démocratique. Petite parenthèse que je livre à la méditation générale, Ipsos a demandé à ses sondés s'ils croyaient que le candidat de leur cœur serait élu. Pour ceux qui pensent qu'ils voteraient pour Mme Taubira, si sa réflexion très sérieuse l'amène à décider qu'elle peut être en capacité d'agir sur l'amélioration de la vie des Français, un quart de ceux qui s'apprêtent à voter pour elle pensent qu'elle sera élue. Pour les électeurs d'Anne Hidalgo, 12% des sondés pensent que si elle est candidate jusqu'au bout, Anne Hidalgo sera élue. Et pour les électeurs de Yannick Jadot, qui est celui qui est placé en tête de ces trois
candidat dont je viens de parler, 4% des électeurs de Yannick Jadot pensent qu'il pourrait être élu. Après cette parenthèse dont je vous prie de m'excuser, Richard Verdi. Après avoir écouté David, je pense qu'il n'y a plus qu'une solution pour lui permettre de démarrer dans le bonheur cette année 2022, c'est de l'accueillir en Suisse. Parce que visiblement, David a envie d'une campagne présidentielle basée sur des programmes, avec des candidats qui rallient leur camp dans un civisme tout à fait honorable. Il a envie de débat d'idées. Le désir de David est un désir tout à fait helvétique. Donc David, je te propose de suite de venir dans un pays où la politique est d'un calme absolument plat, où le consensus est le règne, et où les écologistes, finalement, de manière tout à fait pragmatique, se divisent entre écologistes libéraux, c'est-à-dire plutôt de droite, et écologistes de gauche. Cette plaisanterie mise à part, je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, et qui explique sans doute largement la difficulté de la gauche française aujourd'hui, que soulignait David, c'est la question de l'incarnation. Le système français, le système présidentiel français a besoin d'une incarnation forte, c'est-à-dire qu'il a besoin de candidats qui ressemblent à leur camp, qui sont capables de le rallier et qui sont capables, au-delà, de séduire les électeurs qui peut-être initialement n'étaient pas de ce camp-là. Le problème de la gauche française aujourd'hui, me semble-t-il, c'est qu'il n'y a simplement pas ce candidat. Il n'y a pas ce candidat. Jean-Luc Mélenchon, comme l'a dit David, avait réussi ce pari-là par un espèce de miracle en 2017, arrivant au premier tour, justement, n'allant pas au second tour, avec 19,58% des suffrages, si je ne me trompe pas, donc juste derrière François Fillon. Aujourd'hui, il n'y a pas le candidat qu'il faut. Pour moi, c'est d'abord un problème de casting. La gauche n'a pas trouvé celui ou celle qui serait capable de l'incarner, alors que la droite dite républicaine, peut-être, avec Valérie Pécresse, a trouvé cette candidate. Donc je crois qu'on est amené à beaucoup disserter sur les idées, sur le programme, etc. Mais dans le système français, si vous n'avez pas l'homme ou la femme qu'il faut, eh bien ça ne marche pas. Oui, David a évoqué le général Bolivar à propos de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que c'était peut-être le cas à la dernière élection, mais cette fois-ci, je crois qu'il est passé de Bolivar à Tapioca en passant par Alcazar. Lucille Schmitt. Oui, puisqu'on vient sur cette question de la gauche, je pense que la question de l'incarnation à gauche se pose différemment de la question de l'incarnation à droite. Et que, au fond, l'une des difficultés aujourd'hui de la gauche, c'est qu'elle n'arrive pas à faire de sa diversité, qui a été une richesse parfois pour gagner, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'en 1997, elle a gagné parce qu'elle était plurielle et avait réussi à, au fond, avoir un contrat commun. De la même manière que lorsque François Mitterrand a gagné en 1981, il y avait, je le rappelle, un programme commun. Donc la question d'incarner à gauche ne se pose pas de la même manière. Le leadership de gauche n'est pas le leadership de droite. Il est moins autoritaire, il doit davantage faire place à la démocratie et, j'allais dire, à la créativité. En ce sens, moi, je voulais rebondir sur ce qu'essaie de monter la primaire populaire et comment, aujourd'hui, cette question de la primaire qui a été ressuscitée par Anne Hidalgo dans une vraie difficulté des sondages pour au fond, représenter autre chose qu'elle-même, est quelque chose qui pourrait représenter une perspective, voire une porte de sortie pour la gauche, j'allais dire la droite, excusez-moi, là, je suis complètement perdue, parce que... Revenons, je suis rassurée Jean-Louis, revenons sur cette question de la primaire populaire. Au départ, moi je dois vous le dire, j'étais assez sceptique sur ce processus de primaire populaire qui disait au fond ce sont les citoyens qui vont désigner leurs candidats et il y a y compris des candidats qui ne sont pas volontaires pour se présenter à l'élection présidentielle. On sait qu'en France, vouloir être président de la République, ça fait partie quelque part d'un habitus, qu'il faut décider de ça en se rasant, en général ce sont plutôt des hommes, et que donc il faut porter ça de longue date et avoir envie de l'être. Donc la primaire populaire inversait les choses. Il disait, au fond, les citoyens vont décider qui a la légitimité à se présenter. Donc là, je me disais, bon, ça va trop loin. Mais quelque part, et donc il y a eu des candidatures qui ont surgi, qui semblaient parfois un peu étonnantes, comme celle de Gaël Giraud, qui est quelqu'un de très intéressant sur le plan de l'écologie, qui est quelqu'un qui porte l'économie, mais qui n'a aucune notoriété. Et aujourd'hui, cette primaire populaire a changé de sens. Elle se tiendra à la fin du mois de janvier, comme le rappelait Philippe. Il a retiré sa candidature, oui. Gaël Giraud. Enfin, oui, il l'a retiré, mais oui. un certain... Non, mais d'accord. Oui. La compagnie de Jésus s'y est opposée. Et en plus... Non, mais bon, ce que je voulais dire par là, c'est que le sens a changé
lorsque Anne Hidalgo a dit, au fond, il faut faire une primaire de gauche. Et qu'à ce moment-là, il apparaissait évident que le cadre de la primaire populaire pouvait être le réceptacle de cette primaire de gauche et permettre à ceux qui s'étaient déjà désignés comme candidats à gauche de faire l'union, enfin de se prêter à quelque chose qui existait déjà. Et ce qui frappe depuis, c'est que ces candidats refusent de se prêter à un exercice qui, certes, Richard l'a dit, il n'y a que 300 000 citoyens, mais ce sont 300 000 citoyens de gauche. Il faut regarder le site de cette primaire et voir qu'il y a des personnalités intellectuelles intéressantes qui portent cette primaire, qu'il y a un socle commun. Et donc le refus de se prêter à cette primaire qui, au fond, reflète la faiblesse des candidats de gauche, je pense qu'il faut le dire, c'est-à-dire que lorsque Yannick Jadot dit « non, je ne m'y prêterai pas parce que je suis le plus fort » et qu'il a 7 ou 8% dans les sondages, on a envie de rire. Et que, quelque part, quand Jean-Luc Mélenchon dit « je ne m'y prêterai pas parce que je suis le seul qui incarne », qu'il est à 9-10% dans les sondages, on a aussi envie de rire. Donc, cette question de la primaire populaire et de la capacité d'ici le 27 janvier de ces candidats de prendre au sérieux quelque chose qui leur est demandé en termes d'interpellation et qui va monter en puissance, me semble un élément essentiel. Pourquoi est-ce que les candidats qui prétendent incarner la gauche et qui ne l'incarnent pas n'arrivent pas à l'incarner? Je crois qu'il y a quelque chose autour du Parti socialiste. Je voulais insister là-dessus. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon, je le rappelle, a fait toute sa carrière comme sénateur dans l'Essonne et au sein du Parti socialiste ou comme député. Donc la vérité, c'est qu'il mène une vengeance, une revanche par rapport au Parti socialiste qui ne s'arrête pas. La deuxième chose, c'est que Yannick Jadot, en 2016-2017, s'est effacé derrière Benoît Hamon, candidat du Parti socialiste. Et que du coup, il y a quelque part l'idée d'une revanche par rapport au Parti socialiste chez les Verts, qui au fond ont envie de devenir hégémoniques par rapport à un parti qu'ils ont traité comme un allié de second rang pendant des années, depuis 15 ans. Donc c'est un sujet de revanche par rapport au Parti socialiste. Et du côté du Parti socialiste, il y a l'idée qu'il ne faut pas disparaître parce qu'on voudrait rester central, mais effectivement, comme l'a dit David, qu'on n'a plus grand-chose à dire, si ce n'est à dire on est devenu social-écologiste et que de très longue date, on a abandonné la question des contenus, de la créativité et qu'en revanche, au niveau local, on montre qu'on a toujours une capacité à gouverner. Donc du côté du Parti socialiste, on a abandonné la capacité à porter à la fois la créativité, la question des contenus et la question de gouverner, c'est-à-dire à incarner la gauche, parce que je voudrais insister là-dessus, on n'incarne pas à gauche comme on incarne à droite. On n'incarne pas à gauche en disant qu'on est le général de Gaulle de la gauche. Et donc le sujet, c'est bien comment est-ce qu'on incarne à gauche en ayant autour de soi une équipe et une capacité à représenter la diversité d'une gauche qui doit en faire évidemment une richesse. Jean-Luc Bourlanges. Oui, moi je vais reprendre les questions qui ont été posées par David, je crois très bonnes. Je suis partiellement d'accord et plutôt en désaccord avec lui. Alors d'abord sur l'irruption de Zemmour. Je crois que ce n'est pas une nouveauté. Je pense que la démocratie appartient au premier venu, disait le regretté Jean Paulhan, et effectivement, en tout cas, le soldat inconnu, c'est l'image dominante de la politique française depuis longtemps. Le Pen est sorti de rien et s'est hissé au deuxième tour il y a déjà 20 ans, près de 20 ans. Bayrou avait un tout petit parti et personne n'attendait qu'il atteigne les 18% et qu'il côtoie même à un moment les 22, 23%. Macron, quand même, est un candidat extraordinaire de ce point de vue-là. Lui, il surgit vraiment de rien, sinon d'un passage assez rapide à l'Élysée dans une position de fonctionnaire et d'un passage rapide comme ministre nommé à l'économie. Et il s'impose et il est élu. Donc il y a quelque chose, ce que dit David est tout à fait juste, mais c'est quelque chose qui n'est pas entièrement nouveau. Il y a effectivement une incapacité des formations politiques, des mécanismes d'apprentissage de la vie publique. Le cursus honorum traditionnel ne fonctionne pas. Donc c'est quand même Ségolène, d'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai cité, mais là aussi avait quand même s'était imposé par rapport à des monstres sacrés comme Fabius et Strauss-Kahn avec son désir d'avenir. Bon. Donc on est... la deuxième chose, sur l'effondrement de la gauche. Je suis d'accord avec ce que dit David, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. Je crois que le problème est d'abord idéologique. C'est une division absolument centrale. Et c'est pourquoi je ne crois pas à la primaire telle que tu viens de l'évoquer, parce que la primaire, je crois que la primaire n'est possible que s'il y a l'unité. C'est l'unité qui permet la primaire, et ce n'est pas la primaire qui fabrique l'unité.
c'est la même chose que la démocratie et l'État. Il faut un État pour que la démocratie fonctionne, et on le voyait, Renaud Girard le citait l'autre jour à propos de la Libye, c'est pas parce qu'on annonce des élections qu'on va fabriquer une Libye unie s'il n'y a pas d'État libyen. Bon. Donc on est dans une situation... Or, les différences sont absolument fondamentales. Il y a la différence historique sur l'économie de marché ou l'économie planifiée, qui est une différence historique que la gauche n'a jamais véritablement tranchée, qu'elle a gérée de façon plus ou moins hypocrite, plus ou moins embarrassée avec des pauses, etc., mais qu'elle n'a jamais véritablement tranchée, qui continue d'exister. À cela s'est ajoutée cette dimension fondamentale de la rupture entre la radicalité, qui est plus ou moins islamisante, et la laïcité, qui est évidemment totalement opposée à ce mouvement islamique. C'est central comme problème pour la gauche. Et troisièmement, il y a le problème qui a été évoqué de l'écologie. Et l'écologie, c'est simplement qu'on a deux visions totalement différentes de l'écologie, y compris ce qui sépare Madame Rousseau de Monsieur Jadot. Le problème de Jadot, c'est qu'il est hypnotisé par sa menthe religieuse de partenaire et qui n'arrive absolument pas à se dégager, à s'affirmer indépendamment d'elle, pour des raisons qui tiennent à la structure du mouvement de son parti, qui est toujours une structure un peu particulière, on l'a bien mesuré à diverses occasions, mais l'idée que soit on va vers une écologie qui accepte le monde économique tel qu'il est, qui restera pour une durée assez longue, marquée par le capitalisme, et on essaie de le réguler, de le modifier, d'agir à la marge, soit on s'engage dans une croisade de décroissance qui, là, effectivement, n'a aucune chance d'aboutir à aucun résultat immédiat, même si c'est un combat qui peut être considéré comme légitime, et dont l'urgence climatique rend plus populaire auprès des électeurs jeunes. Donc on a là vraiment une situation qui est intenable. Et tous ces gens aucun n'a vraiment la capacité mitterrandesque ou gaullienne de dépasser ces clivages, de les hiérarchiser autrement. Donc, ils sont enfermés dans ce huis clos sartrien dont ils ne peuvent pas sortir. La troisième chose, là où je ne suis pas d'accord avec David, c'est sur le droite-gauche. Il y a deux choses qui circulent depuis toujours, c'est que le refus du droite-gauche par Macron serait artificiel, la preuve c'est que Pécresse réapparaît, et d'autre part que ce serait une manipulation politique de monsieur Macron qui lui permettrait effectivement, à bon compte, d'avoir un adversaire comme il en a envie, c'est-à-dire Madame Le Pen, un adversaire qui présente un risque limité. Je crois que c'est tout à fait faux. Je crois que nous restons dans ce clivage entre ce qu'il appelle le progressisme et le nationalisme, peu importe les termes, entre, disons, le parti de l'ouverture, c'est-à-dire le parti de l'acceptation de l'économie de marché, l'acceptation de l'ouverture économique sur le monde, l'acceptation du multilatéralisme, l'acceptation de la construction européenne, l'acceptation d'une démocratie pluraliste avec des pouvoirs pluriels, des juges, etc., qui sont pas souvent toujours, qui disent pas toujours ce qu'on veut qu'ils disent. Donc ceci est un système d'État-providence, donc d'une solidarité compatible avec l'économie de marché. Ça, c'est quelque chose qui s'oppose et qui continue de s'opposer au parti de la fermeture, à ceux qui remettent en cause le modèle démocratique. Zemmour est quand même très proche de M. Orban. Orban, je veux bien tout ce qu'on veut, c'est le contraire d'une démocratie. Bon, c'est des gens qui refusent l'Europe, qui disent non, l'Europe, ça ne va pas, ça défait la France. Ce sont des gens qui, effectivement, retranchent de la communauté nationale une communauté religieuse,
Donc ça pose un problème de liberté de conscience. Même si Zemmour dit aujourd'hui, mais non, c'est pas ça que je veux. Mais quand il dit c'est pas ça que je veux, il dit exactement ce que disent les autres depuis 30 ans, c'est-à-dire on veut un islam aux couleurs de la France. C'est pas nouveau. Son projet initial, c'est de dire les musulmans n'ont pas place dans la communauté nationale parce que l'islam est incompatible avec la démocratie. Et oui, attendez, je voudrais quand même terminer ça. Dernière chose, les femmes, l'égalité entre les femmes et les hommes. Zemmour est la seule personne que je connaisse à considérer que Jean Foyer est un homme de gauche. Puisque Jean Foyer a introduit effectivement des réformes du statut qui ont permis d'assurer l'égalité des femmes. Donc on est ce clivage-là. Alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Simplement, ce camp-là s'est divisé parce que Marine Le Pen a échoué dans son élection départementale et régionale, donc elle s'est affaiblie, que Zemmour est apparu en concurrence, qu'il y a de l'autre côté, sur des lignes différentes, mais voisines, Monsieur Mélenchon, et que donc cette division du camp autorise une division à l'intérieur du camp de l'ouverture. Et c'est ça qui explique la candidature Pécresse et qui explique effectivement une dualisation qu'on n'avait pas vue. C'est pas du tout une opposition droite-gauche. C'est simplement une sorte de primaire à l'intérieur des deux camps. C'est ça qui s'est produit. Et donc nous avons une politique où nous avons actuellement des gens clairs. Les gens clairs, c'est Le Pen, Zemmour, Dupont-Aignan, Mélenchon. Ils sont clairement du côté de ce monde que j'ai décrit tout à l'heure comme un monde fermé. D'autre part, on a un monde clair qui est Macron et les siens, c'est-à-dire Juppé, Philippe, Bayrou, Cohn-Bendit, etc. Et on a au milieu les schizophrènes, c'est-à-dire des gens qui sont à la fois l'un et l'autre. Et Pécresse a du mal, compte tenu de la pression d'extrême droite, à se dégager de sa schizophrénie. Hidalgo ne s'en remet pas. Et Jadot est effectivement englouti, quelque part, entre Cohn-Bendit et Sandrine Rousseau. J'ai fini. Avant de passer la parole à David, je voudrais rappeler que nous nous acheminons tranquillement vers la fin de cet enregistrement, grâce à la demi-heure d'échange, enfin à la demi-heure ou davantage, grâce aux échanges ensuite avec le public, nous pourrons prolonger et développer chacun ses arguments. David Jays. J'ai accepté au tout début de participer à cette émission, en grande partie juste pour le plaisir d'écouter Jean-Louis, avec lequel je suis souvent d'accord, mais alors là, vraiment, ce que vous venez de dire, Jean-Louis, ça me paraît complètement faux. C'est-à-dire, opposer l'ouverture et la fermeture, c'est du niveau de l'argumentation qui consistait à dire il n'y a plus que les progressistes d'un côté et les nationalistes de l'autre. C'est-à-dire qu'à supposer que cette notion d'ouverture soit devenue le nouveau codex qui permette de décoder les clivages politiques, il faudrait au moins compliquer l'équation avec une abscisse et une ordonnée, mettre l'ouverture culturelle, la fermeture culturelle en abscisse, l'ouverture économique, la fermeture économique en ordonnée. Et là, ça nous donne déjà un paysage politique un petit peu plus complexe, avec effectivement des partis comme celui de M. Mélenchon, qui est favorable à l'ouverture culturelle, au multiculturalisme, mais qui est plutôt protectionniste sur le plan économique. Un parti comme celui de Mme Le Pen, qui est favorable à la fermeture culturelle et économique. Un parti comme celui de M. Macron, qui est plutôt favorable à l'ouverture culturelle et économique. Et un parti, les Républicains, qui est plutôt favorable à la fermeture culturelle et, en revanche, dans la lignée de la bourgeoisie marchande, plutôt favorable à l'ouverture économique. Ce que vous avez dit aussi, Jean-Louis, sur les surgissements ne me paraît pas tout à fait exact, parce que Jean-Marie Le Pen était quand même député de la 4e République. Donc c'était une figure bien connue de la vie politique. Et ces surgissements médiatiques sont quand même un phénomène assez récent, et ils sont liés à deux choses concomitantes. L'effondrement des partis politiques, qui était l'instance ultime de sélection des candidats à la présidentielle. C'est-à-dire que la Ve République, elle a été taillée sur pièce pour le général de Gaulle, qui était pourvu d'une légitimité historique. Quand il a quitté la scène, l'alternance gauche-droite a pris le relais, parce qu'on avait deux grands partis de gouvernement qui faisaient 30-35% des voix. Et François Mitterrand, finalement, s'est coulé dans les habits de la Ve République comme on n'aurait pas pu l'imaginer. Et aujourd'hui, on est dans un système d'émiettement électoral extrême, avec des partis qui font entre 5 et 15% des voix chacun, et on voit bien qu'ils sont plus capables de sélectionner, de digérer des personnalités qui vont pouvoir gagner la présidentielle. Et donc, c'est les médias qui deviennent une instance de sélection de ces candidatures. Et je voudrais dire une dernière chose
par rapport à ce que disait Lucile sur l'union. Je ne crois pas du tout à l'union de la carpe et du lapin ou du parapluie et du dé à coudre. C'est-à-dire que pour qu'il y ait union, il faut qu'il y ait une force plus importante que les autres. Donc il y a une dimension de rapport de force. C'était le cas du PS par rapport au Parti communiste à la fin des années 70. Et deuxièmement, c'est un mélange de force, de rapport de force et de persuasion. Il faut qu'il y ait un travail programmatique. Rappelez-vous quand même le travail sur le programme commun. C'est des années de négociations, des années de mise en commun. Aujourd'hui, effectivement, et là je souscris totalement à ce qu'a dit Jean-Louis, on a des programmes et des visions du monde qui sont totalement dissemblables. Personnellement, je suis de centre-gauche, je suis de sensibilité écologique, je suis républicain, je n'aurais aucune envie de gouverner avec M. Mélenchon. Je ne partage aucune de ses solutions. Donc il faut avoir le courage de se dire ces choses-là à un moment. Et je pense qu'une des erreurs majeures, parmi d'autres, qu'a fait François Hollande, c'est qu'en 2012, quand il a refusé la main tendue de M. Bayrou. Parce qu'il y avait là une occasion de clarification qui permettait de dire qu'il y a un espace social-démocrate en France. A fait après. Et c'est ce que M. Macron a fait avec plus d'ambiguïté. Et je pense que c'est une des explications du fait qu'aujourd'hui encore, quand vous regardez les sondages, 50% des électeurs sociaux-démocrates qui avaient voté Hollande en 2012 s'apprêtent à voter pour M. Macron. Lucile Schmitt. Oui, trois petites choses. La première, c'est que dans ce que vous qualifiez de clivage et de caractère antagonique des gauches ou de la droite, parce qu'il y a aussi des tas de clivages à droite, au fond, il y a aussi quelque chose qui reflète la complexité du monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question d'islam a évidemment pris une importance bien plus forte qu'elle ne l'avait dans les années 80. Faut-il le regretter ou pas? Il s'agit tout simplement du lien entre la France et la mondialisation et le monde. Et ça, c'est un sujet sur lequel les politiques français devraient se pencher. Moi, je trouve que la façon dont cette élection présidentielle française devient un huis clos français, alors même que nous sommes une société, qu'on le veuille ou non, qui est ouverte sur le monde, même si on nous raconte qu'elle va se refermer lorsqu'on écoute Éric Zemmour, il y a quelque chose là du déni de réalité. Et je tiens à insister là-dessus, c'est pas seulement le fait d'être divisé, c'est tout simplement le fait de refuser de penser la réalité. Et ça, c'est un sujet qui traverse aussi bien la gauche que la droite. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que cette séquence présidentielle, elle se situe avant la séquence législative. Et qu'on voit bien dans le spectacle qui a été donné par l'Assemblée nationale récemment, très récemment, ces derniers jours, autour du vote sur le pass vaccinal, que la question de la qualité de nos députés, la question de la qualité de nos sénateurs est une question très importante sur le plan démocratique, et que pour l'instant, elle n'est pas résolue. Et que lorsqu'on voit ces débats, les antagonismes, les petites phrases, la théâtralité, mon cher Jean-Louis, tout ça fait qu'on se demande si la question de l'abstention aux élections législatives ne sera pas aussi une question très, très importante. Et moi qui suis, comme David, de gauche, je ne sais pas si je vais qualifier ma gauche, je vais juste dire que je suis de gauche, parce qu'au fond, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on m'explique que c'est une espèce en voie de disparition. Je pense que cette question de comment est-ce qu'on s'organise pour les législatives devrait être quelque chose de posé très explicitement, en tout cas par la gauche, parce que c'est peut-être là qu'elle pourrait faire valoir son avantage comparatif en assumant la diversité de ses opinions et le fait que ça peut être une richesse lorsqu'on débat et lorsqu'on organise l'espace démocratique. Rien n'empêchera le nouvel esprit public d'avancer avec son train normalement majestueux. L'heure est maintenant l'heure des brèves. La suite de cette conversation mercredi en ligne et dans quelques instants à l'école alsacienne. Je voudrais ouvrir cette dernière séquence en disant que comme il existe un cinéma documentaire, il existe un théâtre documentaire. Et au théâtre de la ville aux Abbesses, Thomas Quillardet et sa troupe le démontrent avec finesse, drôlerie et pertinence dans une pièce intitulée « Une télévision française » qui retrace le passage de TF1 du public au privé en 1987. Samuel Johnson disait « Les gens n'ont pas besoin qu'on leur fasse la morale, ils ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire ». Quillardet et les siens, en remontant le temps, nous font voir comment cette privatisation est à l'origine d'un changement quasi géologique de l'information télévisée. La force de leur spectacle tient à la justesse avec laquelle ils décrivent ce qu'était le journalisme audiovisuel à l'époque de la télévision d'État, dont ils ne cachent ni les scléroses, ni le retard d'équipement, ni les aspects pesamment institutionnels, tout comme ils montrent avec nuance à quelle loi nouvelle, celle du marketing, les journalistes vont devoir ou pas s'adapter.
Cette pièce tient aussi sa force d'une mise en scène enlevée, maligne et même malicieuse, et à des comédiens épatants qui virevoltent d'un rôle à l'autre et nous font revivre des moments savoureux, tel celui où Patrick Lelay promet sur TF1 quantité de retransmissions théâtrales et lyriques, 28 par an, et même les retransmissions des chorégraphies d'Orange, nous dit-il, tandis que Bernard Tapie annonce la célébration du cinquantenaire de la mort de Maurice Ravel. Du point de vue du spectateur, la pièce aurait pu s'appeler Le Cocu Magnifique, et de celui des politiques qui ont appris à passer sous les forges caudines de ce nouvel audiovisuel, vous l'aurez voulu, Georges Dandin. Richard Verly. Alors, comme je lis les tweets de Philippe Meyer, ce que je vous incite à faire, j'ai vu ce que Philippe avait commencé à écrire dans ses tweets sur cette pièce et j'y étais hier soir. Et je dois dire qu'effectivement, c'est une pièce qui est vraiment intéressante. Alors, j'ai été moins convaincu par la mise en scène que Philippe, mais le feuilleton télévisuel que l'on voit est vraiment appétissant. Juste une remarque, pour moi, j'en suis sorti avec une vraie interrogation. Pourquoi diable le service public télévisuel français n'a pas, lui, tirer les conséquences de ça et n'est pas resté dans une contre-programmation de qualité, parce que la vraie morale de l'histoire, c'est que la privatisation de TF1 a complètement déteint sur le reste des chaînes de télévision. Pour ma part, en ce qui concerne la brève, eh bien, je vais renvoyer à un livre dont j'ai oublié l'auteur, donc pardonnez-moi, donc je vais donner l'éditeur. Ça s'appelle Kissinger, l'Européen, c'est aux éditions Gallimard. C'est une biographie assez rapide d'Henry Kissinger et qui raconte comment cet homme d'État américain était profondément européen et comment il a transporté avec lui dans toute sa carrière politique. De Gérard Haraud. Non, pas de Gérard Haraud. Non. Jérémy Gallon. Jérémy Gallon, exactement. Merci David. Donc Jérémy Gallon, Kissinger l'Européen aux éditions Gallimard. C'est fascinant, notamment un passage où l'auteur raconte comment Kissinger, alors qu'il est incorporé dans les troupes américaines, a un mentor d'origine allemande également qui lui enseigne ce qu'est l'Europe et la différence entre l'Europe et les États-Unis. Bref, c'est passionnant et Kissinger apparaît tout de même plus sympathique qu'on ne pouvait le penser. À titre personnel, je ne peux pas oublier ce qu'il a fait et ce qu'il a ordonné pour le Cambodge, mais l'auteur en parle avec courage, donc voilà. Quand Richard Nixon a rencontré Golda Meir pour rompre la glace, c'était leur première rencontre, il lui a dit, nous avons tous les deux, Madame la Première ministre, nous avons tous les deux un ministre des Affaires étrangères allemand. Et Golda Meir a répondu, oui, mais le mien parle anglais sans accent. David Jays. Alors, moi, je voudrais vous recommander un livre qui va sortir à la fin du mois. C'est une sortie mondiale. C'est Yascha Mounk, un politiste que j'aime beaucoup, qui publie un nouveau livre qui s'appelle La Grande Expérience, The Great Experiment. Le titre n'est pas très heureux, d'ailleurs, parce que les grands, en ce moment, ça évoque des choses un peu étranges. Mais c'est un livre sur un sujet relativement essentiel, en particulier dans notre élection présidentielle. Il commence par le constat que la théorie pure de la démocratie libérale ne reconnaît que deux instances, l'individu, les égaux citoyens, et l'État. Et au fond, les individus égaux citoyens disposent chacun d'un droit de vote. Sauf que quand on regarde dans la réalité, on voit que se glissent entre les individus et l'État des groupes sociaux de plus en plus homogènes sur le plan culturel ou sur le plan religieux. C'est le multiculturalisme. Nous vivons dans des sociétés où il y a plusieurs sympathies religieuses, plusieurs subcultures. Et donc, il essaie, sur le plan philosophique et politique, d'en tirer les conséquences. Et l'observation sur plusieurs siècles et sur des dizaines de sociétés n'invite pas à l'optimisme, parce qu'il dit soit on tombe dans l'anarchie et la fragmentation, soit on tombe dans la domination de la culture majoritaire sur les autres, ou d'une culture, comme c'est le cas en Syrie, où c'est une minorité qui tient les commandes de l'État. Donc il essaie de manière extrêmement honnête de proposer des solutions qui n'aboutissent ni à la domination, ni aux accommodements raisonnables et à l'anarchie. Et en réalité, la grande faiblesse du livre, c'est qu'il ne s'intéresse pas suffisamment à notre laïcité, qui en réalité est une solution extraordinaire pour faire coexister dans le respect et en même temps avec un projet politique partagé des subcultures, c'est-à-dire pour n'être ni dans le zémorisme de l'écrasement de la diversité qui fait aussi la richesse d'une société, ni dans la démission et la complicité vis-à-vis de mouvements agressifs sur le plan culturel ou religieux qui voudraient dissoudre le vivre ensemble. Jean-Louis Bourlanges.
Oui, il y a une référence fondamentale à l'Ancien Régime dans cette approche, que je crois d'ailleurs très bien. C'est vraiment la France d'avant Sieyès, la France des privilèges, c'est-à-dire des corps intermédiaires, des pouvoirs particuliers, qui sont, comme Tocqueville le montre, des garants de la liberté. Ça n'a d'ailleurs pas fonctionné bien parce que la monarchie a détruit avant la République tout cela, mais il y a là un pluralisme fondamental et il faut qui réapparaît effectivement de temps à autre par vagues successives et sous des formes différentes. Bon, alors c'était pas le sujet de ma brève, mais là je dis ça parce qu'on s'est opposé tout à l'heure, puis qu'on va reprendre le débat. Hein. Là, je voulais quand même dire mon accord avec. Si jamais vous avez une brève, n'hésitez pas. Alors, je voulais citer et recommander un livre qui est paru dans la collection L'âme des peuples. C'est une collection remarquable. Et elle est remarquable pour une raison essentielle. Première, c'est qu'elle est dirigée par Monsieur Verly. Et donc, là, c'est lui, et vraiment, il présente l'ensemble des pays. Ce sont des livres courts, des livres intelligents, des livres incisifs. Et là, je voudrais citer le livre sur la Roumanie, au carrefour des empires, comme ça que ça s'appelle, c'est très juste comme approche, qui est écrit par Henri Paul, qui est un ami à moi. Donc je fais vraiment, alors le service amical, Verly, Henri Paul, j'assume volontiers le conflit d'intérêts. Et Henri Paul est un magistrat à la Cour des comptes, très brillant, très sympathique, qui a été ambassadeur en Roumanie. C'est celui qui apparaît dans le film... peu importe. Il a été le concert, où il est celui qui ouvre la valise où il y a l'enfant à la fin. Bon, la Roumanie, c'est un pays formidable parce que c'est un pays méconnu par la France, par l'Union européenne, par les Français, alors que c'est un pays essentiel, très important, clé des Balkans, avec lequel on a une relation extrêmement proche. Alors, il analyse ça. Je dirais simplement pour montrer. Il cite évidemment dans le Bucarest de Paul Morand, c'est avec des cités rasées, des églises détruites, des archives dispersées, des traditions étouffées, que la Roumanie se présente devant l'histoire. C'est très juste. Et Sioran dit quelque part à propos de la langue, je ne sais plus où c'est, mais à propos de la langue, il parle de... Ah bon, je ne le trouve pas. Oui, si, voilà. Alors le problème de la Roumanie, c'est qu'elle est au carrefour des empires, c'est une création de l'Empire romain, ce pauvre Ovide, il avait été envoyé en exil parce qu'il s'était livré à des facéties sexuelles qui n'avaient pas plu à l'empereur. Comme chacun sait, les Roumains parlent une langue latine, mais c'est au carrefour de la Russie, de la Turquie, et l'Europe est évidemment un élément, et la France, qui a joué un rôle essentiel, l'auteur le rappelle, dans la constitution de l'indépendance roumaine, à 3 reprises, Napoléon III, avec les Moldovalaques, dont il a reconnu en 1856 la quasi-indépendance, ensuite Clémenceau à la conférence de la paix, et enfin en favorisant l'entrée dans l'Union européenne de la Roumanie. Et je citerai encore une phrase de Quinet pour vous montrer à quel point c'est important. Quinet, le grand historien, l'ami de Michelet, « L'amitié de la Russie a été plus funeste aux Roumains que l'hostilité de tous les autres peuples réunis. » Et ça explique beaucoup de choses, et ça explique notamment ce profond francotropisme. Il n'y a pas que les Roms en Roumanie, hein. Il y a les Roms, ça c'est vrai, ça pose parfois des problèmes. Mais il n'y a pas que les Roms, ce profond francotropisme des Roumains, auquel nous ne sommes pas suffisamment sensibles. Au moment où la présidence de l'Union européenne est assumée par la France, je crois qu'il faut rappeler qu'il y a des choses importantes à faire avec nos amis roumains. C'est bien parce que pour le prix d'une brève, on a eu une thématique sur la Roumanie. Oui, voilà un livre en tout cas qui va lutter contre les mauvaises opinions qui circulent contre la Roumanie. Moi, j'avais appris, je ne sais pas si c'est dans le livre que tu as publié, Richard, mais la recette de l'omelette roumaine. J'imagine. D'abord, voler les œufs. Lucille Schmitt. Moi, je me demande comment est-ce que je vais pouvoir introduire ma brève, parce que cette saga roumaine m'a complètement saisie. Moi, je voulais recommander, j'ai passé quelques jours en Bretagne, en fait, entre les fêtes,
et discuter avec les uns les autres à propos, vous savez, de ce fléau des algues vertes qui en 2021 a augmenté encore de 40%. Et du coup, je voulais recommander la lecture de cette enquête d'investigation graphique qu'a menée une journaliste qui s'appelle Inès Léraud, Algues vertes, l'histoire interdite. Et c'est aussi une saga, c'est pas roumain, mais c'est une saga incroyable. C'est-à-dire que dans cette bande dessinée, on découvre que les corps n'ont pas été... Vous savez, il y a 4 personnes qui sont mortes dans le cadre de cet empoisonnement aux algues vertes, et les corps n'ont jamais été autopsiés, les archives ont disparu, la justice n'a pas statué. Et en fait, c'est une merveilleuse bande dessinée sur l'état de notre démocratie et la nécessité de lancer l'alerte. On a parlé de politique et de campagne pendant cette émission, c'est une émission pas brève d'ailleurs, mais là, il y a eu quelque chose qui raconte la démocratie concrètement et qui montre aussi comment, lorsqu'on est journaliste, on ne doit pas se contenter aussi d'organiser des polémiques sur les plateaux de télévision, mais de mener l'investigation et au fond d'être combien on est fondamental dans le fonctionnement d'une démocratie territorialisée et puis qui redonne aux citoyens l'envie que les choses se passent. Voilà. Merci de nouveau à l'École alsacienne, merci à nos donateurs, merci également à nos nouveaux abonnés, 843 dans les dernières semaines qui ont précédé de la fin de 2021. C'est indexé sur les vaccinés. Oui, il vaut mieux que ce soit indexé sur les vaccinés que sur les hospitalisations, plus encore en réanimation. Je rappelle à ceux d'entre vous qui l'auraient oublié ou qui ne l'auraient pas su que le compendium, le compte-rendu analytique que nous publions chaque semaine, le mardi, permet de revenir par écrit sur l'essentiel de ce qui a été dit dans nos enregistrements. Merci à Laurie Galigani et à Christian Sori, l'École alsacienne, qui ont assuré l'enregistrement de cette conversation. Benoît Carré, qui lui assure le compendium, précisément. Nicolas Tourneau, qui s'occupe du site. Olivier Magloire, de nos plateformes de financement. Et merci à Nouvelles Écoutes, qui produit cette émission depuis l'origine. Rendez-vous dans quelques instants pour ceux qui sont aujourd'hui avec nous à l'École alsacienne. Et mercredi, pour ceux qui nous écoutent, pour la suite et les échanges avec le public autour de ce thème de la campagne présidentielle. Merci au public.